Salut. Donc, c'est la suite du cours sur la postmodernité. Je voulais juste donc ramener à cette idée-là. On avait parlé de tradition, la modernité qui rejette la tradition, la postmodernité qui fait une espèce de qui reconnaît que la nouveauté, ça va toujours demeurer un mélange entre ce désir d'abolir la tradition et d'y revenir un tout petit peu, ce qui est très québécois, mais qui est assez commun un peu partout dans le monde. Des éléments postmodernes, ça peut être le Tokyo contemporain, où vous voyez des lumières partout, des images d'animés assez salaces, et tout de suite à côté, quelqu'un qui est habillé en kimono traditionnel, qui marche justement avec des sandales traditionnelles. C'est très, très, très postmoderne, cette idée-là justement de mélange et de mixité. Et là, c'est là que je vais arriver. La postmodernité d'un point de vue donc littéraire, qu'est-ce que c'est? Ben, d'un point de vue artistique ou littéraire, la postmodernité donne, comment dire, la priorité aux valeurs d'aujourd'hui. Puis quand on dit les valeurs d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement que ce sont des valeurs qui sont importantes, c'est juste que c'est beaucoup plus accepté peut-être qu'auparavant. Admettons l'individualisme. L'individualisme, c'est quelque chose qui est souvent pointé comme un élément central de notre vie. Les gens disent ah, on est beaucoup plus individualiste qu'auparavant, comme si c'était mauvais. Et ce l'est parfois. L'individualisme, ça peut être mauvais. C'est-à-dire qu'en soi, si je ne pense qu'à moi et à personne d'autre, nécessairement, j'arrive à un système qui va défavoriser on dirait, les plus démunis par rapport à moi. Donc, moi, je ne pense qu'à moi, donc nécessairement, je ne pense pas aux autres. C'est assez égoïste et égocentrique. Donc, l'égoïsme, l'égocentrisme, ce sont deux thèmes qui ont rapport avec l'individualisme et qui est centré sur l'individu, point. À l'opposé de l'idée de la collectivité, de la collectivisation, donc traditionnelle et parfois moderne si on pense au communisme. Donc, l'idée, c'est, en effet, c'est négatif jusqu'à un certain point, mais c'est aussi positif. C'est-à-dire qu'en soi, on va avoir tendance à dire, ah, aujourd'hui, les gens sont tellement individualistes. Et c'est vrai, mais en même temps, donc, dans le monde traditionnel, si tu es une femme et que tu n'as pas le goût d'avoir des enfants, ou encore pire, tu n'as pas le goût d'avoir plus que trois enfants, ou encore pire, hein, tu as le goût un jour d'arrêter d'avoir des enfants. Mais tu vas avoir donc la voisine ou le voisin de l'autre bord qui vont aller voir le curé, qui lui va aller cogner à la porte, donc à ta porte, et qui va dire, qui va donc demander de toi ou exiger de ton mari, euh, eh bien, de donner plus de chrétiens à la société. Et là, c'est assez important, c'est-à-dire qu'en tant que tel, euh, ben, la collectivité, finalement, c'est aussi l'idée que les gens ont le droit de te bosser. Les gens ont le droit de te forcer à faire quelque chose. Et quand on regarde le monde traditionnel, quelqu'un dans une famille traditionnelle, admettons la famille de mes grands-parents, si quelqu'un tombait sur le chômage, tout le monde l'aidait. Si quelqu'un avait besoin de travail, on trouvait tout de suite un emploi, puis on l'aidait. En même temps, si tu avais la malchance de ne pas correspondre à la norme, eh bien, on te punissait. Pas nécessairement activement, mais passivement. Es-tu le moindrement, comment dire, as-tu du plaisir dans la vie? As-tu, je sais pas moi, des rêves qui diffèrent de ceux de ton père ou de ta famille? Eh bien, s'ils veulent te juger, alors ils vont te juger. Dans plusieurs sociétés méditerranéennes, puisque je ne peux parler que de ma famille, c'est la même chose un peu dans, en fait, c'est la même chose dans plein de sociétés. Bien, malheureusement, si tu ne fais pas ce que tes parents veulent, tu ne deviens pas médecin, admettons, tu ne deviens pas ci ou tu ne fais pas ce que tes parents t'ont demandé, tu vas être puni, des fois déshérité, ce genre de choses-là. Et en soi, ça aussi, c'est négatif. C'est donc l'individualisme, on peut l'idée, donc c'est aussi une conséquence du fait d'avoir été tellement forcé à faire ce que quelqu'un d'autre auparavant faisait, que là maintenant, on est capable de se centrer sur ce que nous, on désire faire. Imaginez quelqu'un qui, là on parle juste de l'homosexualité, comme si c'était un thème contemporain. Ça a toujours existé, l'homosexualité, ça a toujours existé. Ça va toujours exister. Mais l'idée, c'est, on n'en parlait pas. Point. Maintenant, ça fait partie donc de la pluralité d'expériences qui existent et qui doivent apparaître dans notre culture littéraire ou artistique. Et ça, c'est très postmoderne en soi. À partir d'aujourd'hui, revenir en arrière par rapport à ça, par rapport à la diversité, bien, c'est quasiment impossible et c'est une bonne chose. Et donc, la thématique de la diversité doit être quelque chose que vous devez noter. Puisque, en effet, individualisme, diversité,
Diversité, donc, on parle sexuelle. En effet, il y a toujours plus d'hommes que de femmes, et on parle de diversité de genre, puisqu'en effet, on ne parle pas nécessairement d'hommes ou de femmes biologiques. On parle donc d'ici d'identité qu'on va revêtir, puisque ce sont des notions qui apparaissent également avec la postmodernité. On se rend compte évidemment de plusieurs autres choses. Mais l'idée, encore une fois, que maintenant la diversité, c'est quelque chose de commun, ben, il faut le savoir, il y a très dernièrement, ce ne l'était absolument pas. On parle vraiment il y a quelques années, là, il n'y a pas longtemps. Donc, si on regarde d'un point de vue des thèmes, il y a aussi des thèmes qui ont rapport avec l'individualité qui n'étaient pas importants auparavant. Quand on parlait de la pauvreté en 102, c'est la pauvreté collective des Canadiens français qui sont constamment donc dans une société qui systématiquement les coince dans la pauvreté, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit d'un point de vue de leur ethnicité ou que ce soit par rapport donc au gouvernement. L'idée, c'est qu'on est coincé dans la pauvreté. Quand on arrive avec la Révolution tranquille, qu'on sort justement de la tradition puis on s'en va tranquillement vers autre chose, ben maintenant, on a le temps de devenir également, de se découvrir individuellement à l'intérieur de la société québécoise. Puis ça, c'est une différence que j'aimerais marquer. Donc, quand on parle de Canadiens français, on parle nécessairement juste d'une opposition à Canadiens anglais, et ça, c'est très vieux, c'est très vieillot. Parfois, vous allez entendre parler de la nation québécoise et s'il y a une différence majeure. Maintenant, on a la difficulté à parler. Si vous écoutez Elvis Gratton parler des Québécois, c'est très drôle parce que c'est dur de se définir en tant que Québécois. Euh, L'idée, c'est vraiment d'un point de vue théorique, est québécois la personne qui habite au Québec. C'est tout. Puis, évidemment, il faut dire la personne qui participe à la vie du Québec. Et donc, on parle de 8 millions de personnes et d'expériences. Et c'est ça qui est important. On ne parle plus d'une seule culture ou de deux ou même de trois. On parle de millions de cultures puisque une personne est une culture dans notre pensée à nous en ce moment. Quand vous lisez les textes, imaginez ça. Tous les personnages, tous les auteurs sont une culture différente et en eux-mêmes portent les cultures d'auparavant. Et ça, c'est assez important, il faut le garder en tête. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du Québec comme on en parlait auparavant, c'est-à-dire la société canadienne-française, c'est une société qui est basée quasiment sur l'ethnicité. C'est-à-dire, est-ce que tu proviens donc d'il y a 400 ans, tes ancêtres sont là depuis tant, est-ce que tu es catholique, est-ce que tu es blanc, etc. Ce n'est plus le cas. La nation québécoise est opposée à la race canadienne-française en ce sens qu'elle est ouverte à tout le monde et s'exprime autour donc d'une entité territoriale. Après ça, l'identité culturelle québécoise, elle est très importante, mais tout le monde peut entreprendre justement ce lien, ces liaisons avec l'identité québécoise, qui est le projet nouveau. Maintenant, d'un point de vue de l'art, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas du Québec qu'on ne fait pas partie de la culture québécoise. Tout le monde dans la classe nécessairement fait partie de la culture québécoise juste parce que vous êtes dans le cours. Et parce que vous êtes dans le cours, ça prouve que vous êtes au Québec et que vous participez avec justement la majorité des gens à cette élaboration de l'édifice de la culture québécoise. Mais pour revenir d'un point de vue plus simple, mais quand vous regardez une œuvre, vous pouvez regarder les thèmes qui vous concernent vous, puisque vous êtes justement les éléments centraux de la culture québécoise d'aujourd'hui. Donc, un auteur va avoir tendance à aborder des thématiques postmodernes également quand il va aborder des notions qui sont importantes par rapport à l'individu, admettons le bonheur d'aujourd'hui par rapport au bonheur d'avant. C'est-à-dire que la famille, c'était ce qui était important pour la société canadienne-française. Ce l'est encore pour vous, fort probablement. Mais ce n'est pas la même chose. Auparavant, c'est un sacrifice qu'il faut faire, un vrai sacrifice, c'est-à-dire une perte de bonheur. Tandis que pour nous, ben, c'est souvent la famille, c'est seulement si elle fait notre bonheur, souvent. Puis parfois, même si c'est difficile, c'est pas, comment dire, ce n'est pas le même devoir qu'auparavant. Même s'il y a des traditions, gardez-en toujours en tête, il y a des traditions, on va toujours s'occuper de nos parents un petit peu, ou de notre famille, ou etc. C'est pas la même affaire que dans le monde traditionnel, où carrément les liens sont imbrisables, même si c'est carrément nocif. C'est la même chose pour la dépression, tout ce qui est le malheur. La dépression, c'est un malheur, c'est une maladie qui est tellement grave, mais qui auparavant donc n'était pas vraiment considérée comme importante. Puis tout ce qui est malheur ou bonheur par rapport à l'individu, ce sont des thèmes qui sont importants pour nous. C'est pour ça qu'en soi, la majorité des troubles de la tête, c'est des troubles qui sont très, très, très récents. Si on y pensait, quelqu'un qui avait, je sais pas moi, juste un trouble d'attention, ça n'existait pas. Puis la majorité des gens vont dire que ça n'existait pas parce que les gens ne l'avaient pas.
Ah, on allait, je sais pas moi, on faisait du sport, donc on n'avait pas de troubles d'attention. Ce qui est faux. Il y a toujours eu des troubles d'attention. C'est juste que quelqu'un qui avait un trouble d'attention dans les années 80 se faisait renvoyer ou quitter l'école au début du secondaire ou carrément à la fin du primaire. C'est-à-dire, dès qu'il était à peine obligé, on le sortait puis on le mettait dans une shop. Puis oui, bon, la fille ou le gars qui avait un trouble d'attention peut-être avait cette, comment dire, euh, ce trouble, mais personne ne s'en occupait. C'était juste, ah, c'est un fatigant, ou etc. C'est quelque chose qui existe encore. Comme je vous dis, il n'y a rien qui est entièrement coupé. C'est ça la postmodernité. C'est juste que, contrairement auparavant, où maintenant, ben, on essaie de faire un petit peu attention à certains de ces détails-là qui sont importants pour l'individu. C'est quelque chose qu'on va voir beaucoup dans les romans, puisque les romans sont souvent portés autour de soi, la vision de soi, et la vision donc de la... si on parle d'une culture, on va parler de l'expérience souvent particulière d'une culture, comme si la culture était un individu. C'est moins comment dire, des commentaires par rapport à une société entière qui vont avoir tendance à être simplistes, même si ça existe encore beaucoup. C'est de moins en moins ça, puis c'est positif en soi. Donc, d'un point de vue des thématiques, je vous rappelle, on parle donc d'individualisme, en effet. On parle de pluralité. Pluralité, ça veut dire donc plusieurs perspectives. Puis ça aussi, c'est quand même très important. On va donner la perspective. Qu'est-ce que c'est que d'être un jeune ou qu'est-ce que c'est qu'être un vieux? Auparavant, c'est pas important. C'est deux catégories de gens qui ne sont pas importants. Les vieux jusqu'à un certain point, mais après ça, ils deviennent séniles. Maintenant, en effet, on les met dans un CHSLD et là, on se rend compte qu'ils vont mourir du COVID, ce qui est excessivement triste. Ça prouve à quel point donc, notre société elle est malade. Mais en soi, quand même, la preuve en est que ça nous intéresse un tout petit peu. Il n'y a pas si longtemps, dans le monde traditionnel, la personne qui vieillit habite chez ses enfants. C'est comme ça. Ensuite, ben, évidemment, les CHSLD, c'est parce que ben, d'un point de vue de la modernité, on se départit un tout petit peu de cette nécessité de famille et on va les mettre dans une espèce de parking à vieux. Là maintenant, ben, en effet, c'est important, on redécouvre que c'est important. Peut-être que si ça serait arrivé dans les années 90, peut-être que ça serait pas super inquiétant, j'en ai aucune idée. Mais l'idée, c'est qu'en ce moment, on essaie de leur donner la parole. On leur dit, bon, ben, exprimez-vous. Et c'est assez important de se rendre compte que, en effet, leur point de vue qui est différent, le fait qu'on leur laisse la parole, que ce soit à eux, que ce soit justement à toute la jeunesse homosexuelle, donc depuis la nuit des temps, à qui on prive finalement la parole, ben, c'est cette idée que personne ne se ressemble et que tout le monde a le droit finalement à son chapitre dans la grande histoire. C'est ce qui fait en sorte, ce qu'on appelle les micro-récits, là, c'est des récits personnels. Mais ces récits personnels, c'est ce qui va constituer la littérature d'aujourd'hui contemporaine, juste d'un point de vue de l'époque. Ça, c'est à travers le monde. C'est exactement la même chose partout. Maintenant, par rapport au Québec, mais évidemment, il y a certaines petites choses. Je vous avais dit donc les années 80. On commence les années 80 parce que c'est l'échec du premier référendum au Québec. Est-ce que c'est excessivement important pour vous? Ben, je vous dis oui, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer d'un point de vue politique, mais encore une fois, on ne parle pas d'une leçon d'histoire. Il faut savoir qu'il y a eu un deuxième référendum, il y a eu plein de problèmes par rapport au référendum. Le référendum, ce n'est pas juste de se casser du Canada, c'est de créer quelque chose de nouveau. Faut imaginer les deux perspectives aussi, là, évidemment. L'idée, c'est que c'était un projet qui était censé être positif. En même temps, le Canada, c'est un projet qui est censé être positif. Et donc, les deux entités ont tendance à s'opposer. Maintenant, les gens se disent, ah, on est plus souverainiste, donc on est fédéraliste, mais c'est pas vrai. En fait, si vous regardez statistiquement parlant, les Québécois sont excessivement politisés, c'est-à-dire que les plus grandes manifestations politiques de l'histoire au Canada, c'est tout le temps des Québécois et c'est tout le temps des jeunes Québécois. Donc en 2012, c'est les plus grosses manifestations de l'histoire du Canada et donc en Amérique du Nord parmi les plus grosses au monde. Et il faut comprendre, c'est des jeunes Québécois du cégep, université, secondaire, comme dans les années 60. C'est la même chose tout le temps. Mais l'idée, c'est que malgré tout, malgré l'investissement politique, les Québécois sont souvent excessivement désabusés par rapport à la politique. Je vous regarde, mais c'est vrai. Normalement, on est désabusé parce qu'en effet, que ce soit fédéralisme, que ce soit souverainisme, c'est à peu près presque toujours du pareil au même, on a l'impression. Et quand on regarde les codes de cynisme, on est excessivement cynique, même si on continue à voter. Et donc, en soi, bon, le cynisme, c'est en effet très, très, très postmoderne, c'est-à-dire cette idée-là qu'en effet, euh,
la modernité offrait énormément de rêves. Donc oui, je ne vais plus être le fils de mon père, mais je vais être capable de découvrir ou devenir tout ce que je veux dans la vie. C'est ce que l'on croit, mais en même temps, maintenant qu'on est justement aujourd'hui, on réalise que peut-être qu'on va être capable de vivre nos rêves, mais on n'aura pas notre maison en banlieue hyper grande avec 4 voitures et je sais pas quoi. Ce n'est plus nécessairement le rêve d'aujourd'hui. Parfois, le rêve, c'est seulement d'être capable de voyager un tout petit peu ou d'avoir des plaisirs communs comme jouer aux jeux vidéo en flattant son chat, je sais pas. Donc, en gros, l'idée, c'est euh, la postmodernité, le monde contemporain, c'est excessivement difficile à proposer, à détailler. Mais l'idée, c'est encore une fois garder toujours en tête l'idée de notion de perspective plurielle des individus. Ça va vous donner vraiment donc l'élément central de notre cours, puis l'élément central donc théorique qui va nous aider dans la session. Merci.